Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Loreton Collings. Bonjour. Chef de groupe pour le Parti Socialiste à la Chambre, également présidente de la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste. L'actualité immédiate pour commencer. Quand un secrétaire d'État à l'asile et à la migration dit que des tentes sont confortables ou douillettes, on hésite sur la traduction, est-ce qu'il commet un dérapage? Oh, plus que ça, c'est indigne de sa fonction. Il n'a pas sa place. Comment peut-on dire ça face à la détresse, à l'horreur de ce qu'ont vécu ces hommes et ces femmes qui fuient le malheur, la barbarie, voire les violences? Comment peut-on les traiter comme ça? Il y a eu l'émotion il y a quelques jours à peine du petit garçon mort sur la plage. Et puis, allez, quelques jours passent et puis on commence à traiter de nouveau ces réfugiés n'importe comment. C'est intolérable. Et donc je trouve que non seulement il n'a pas anticipé, il a été mauvais dans l'anticipation, non seulement il gère mal, regardez à Bruxelles, les fils, le parc, ça ne va pas la manière dont il gère, on peut en reparler, il y a d'autres méthodes, mais en plus, il méprise ces hommes et ces femmes, et c'est insupportable. Quand vous dites qu'il n'a pas sa place, ça veut dire que vous allez interpeller le Premier ministre à la Chambre? Non, c'est au gouvernement à le faire. J'entends des belles paroles de certains membres du gouvernement qui vont à l'opposé de celles de la NVA. Quelles leçons vont-ils en tirer? Ça veut dire que vous estimez qu'il y a un décalage entre les propos de Charles Michel le week-end dernier et ce que des membres de la NVA, Lisbeth Homans, Bart De Wever et Theo Franken affirment. Exactement. Et je regarde notamment dans les journaux des éditos qui disent à chaque fois « Mais comment peut-on vivre au sein d'un même gouvernement ?» avec manifestement sur le sujet des hommes et des femmes qui ont une ouverture plus humaniste et d'autres qui méprisent les droits humains. Est-ce que Theo Franken ne dit pas simplement tout haut ce que beaucoup de ses électeurs pensent tout bas? Et alors? Un homme, une femme politique doivent à un moment donné prendre des responsabilités qui sont à la hauteur des enjeux. Enfin, l'exode tel qu'il existe à l'heure actuelle au niveau européen, notamment vers l'Europe. Jean-Claude Juncker vient s'exprimer à Strasbourg. Jean-Claude Juncker vient magnifiquement s'exprimer. Il vient de proposer de répartir 160 000 réfugiés. On n'a pas le droit d'avoir peur, on n'a pas le droit de trier les réfugiés en fonction de leur religion, c'est notamment ce qu'il a annoncé. Oui, et il a même dit, en Europe, en fonction des générations, on a tous, un jour ou l'autre, été des réfugiés. On a, à un moment donné, dû fuir les Allemands, fuir les persécutions religieuses, fuir... Heureusement qu'il y a eu, à un moment donné, des hommes et des femmes pour accueillir. Aujourd'hui, nous avons le devoir d'accueillir dignement. Concrètement, il y a donc ce campement qui s'est improvisé au square Maximilien devant l'Office des étrangers. Le temps est relativement clément pour l'instant, ce ne sera peut-être pas le cas dans quelques jours ou quelques semaines. Ce campement, il doit rester, parce que notamment beaucoup de citoyens y ont manifesté leur générosité, où il va falloir le démanteler et vraiment trouver une autre solution, que ce soit au WTC ou ailleurs. C'est quoi que le gouvernement fédéral doit faire? D'abord, par rapport aux paroles de mépris, de racisme, quelle générosité des citoyens. Vous avez raison, dans le parc, ailleurs, il y a des dons, il y a cette envie d'aider, cette envie d'être à la hauteur de l'événement. Mais est-ce que ce campement, il peut rester structurel? J'estime que ce n'est pas la solution. Effectivement, il va y avoir l'hiver, mais même avoir des campements comme ça, on doit accueillir ces personnes autrement. C'est le fédéral qui doit le faire? C'est une évidence. Et si le fédéral le fait, je suis sûre qu'il trouvera des partenaires au niveau de la région, au niveau des villes et communes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi il y a ces files? Pourquoi il y a tant de personnes dans le parc? Tout simplement parce qu'elles sont en attente. Et pourquoi elles sont en attente? Parce que M. Franken a décidé qu'on n'examinerait que 250 dossiers par jour. Alors qu'on peut faire évidemment beaucoup plus dans le passé. Lors de la crise bosniaque ou lors d'opérations comme les régularisations, qu'est-ce que l'on a fait? On a détaché des fonctionnaires pour venir aider, pour pouvoir prendre en charge beaucoup plus de dossiers quand il y a un afflux. Il ne le fait pas. Et tant qu'il ne le fera pas, ça continuera, ce sera le parc Maximilien, ce sera l'OETC, et ils sont déjà en train de chercher plein d'autres endroits. Ça ne va pas, c'est une mauvaise gestion. Alors, on voit quand même qu'il y a parfois un fossé entre les citoyens et le monde politique. Oui. C'est vrai pour les réfugiés, c'est vrai pour beaucoup d'autres dossiers. Oui. Pourquoi est-ce que permettre à des citoyens de siéger au Sénat, ça agirait sur ce fossé? Est-ce que ça rapprocherait les citoyens du politique? Alors, notamment, mais il n'y a pas que cela. C'est une proposition parmi d'autres. C'est ce constat d'une société qui change. Je reviens encore d'un colloque sur le service citoyen. Et un intervenant disait, mais de crise en crise,
on sent que les gens, ils perdent confiance dans la politique, perdent confiance dans les médias, perdent confiance dans la justice. Ils sont de plus en plus, même s'ils sont connectés par Internet, ils sont de plus en plus isolés. Et ils ont l'impression qu'on ne prend pas en compte leurs paroles. Donc ce que vous proposez, c'est qu'on tire au sort des citoyens et donc, on les fait siéger au Sénat. Ce que je propose, c'est plusieurs choses. C'est notamment le service citoyen. Pour les jeunes, vous avez vu la radicalisation concernait aussi des quêtes de chez nous que l'on pensait complètement intégrées, et puis tout à coup... Au moins 400 Belges qui sont partis, dont 200 Bruxellois. Ouais. Contre nous. C'est qu'il y a un problème d'intégration. Et donc, ce que je propose, effectivement, c'est un service civil citoyen, obligatoire, volontaire. Pas obligatoire. Ouais. Ça se fait la proposition en de loi, France, en Allemagne, en Italie. Ce serait quand même bien que nos jeunes puissent, entre 18 et 25 ans, la proposition faire de loi un est service déposée, elle est accueillie civil. comment? Eh bien, nous sommes en colloque aujourd'hui. J'aurai un débat cet après-midi avec des membres d'autres formations politiques en espérant qu'on fasse enfin avancer le schmilblick. Ouais. Mais d'autre part, je pense qu'il faut, comme la société change, il faut aussi changer la démocratie, la refonder. Il faut toujours remettre le travail sur le métier. Et ma volonté, c'est que l'on puisse refonder la démocratie, non pas contre les gens, mais avec les gens. Et donc, par exemple, permettre à des citoyens tirés au sort de venir au Sénat et pas simplement pour les entendre comme témoins, mais pour qu'ils soient impliqués dans la prise de décision sur des thèmes bien précis, à côté de professionnels. Je pense que ce serait une bonne chose. Regardez... Ce serait toujours les législateurs, le député qui aura le dernier mot? Non, pas nécessairement. Mais regardez en cour d'assises. En cour d'assises, des citoyens tirés au sort décident de l'avenir d'autres, décident de mettre en prison des criminels parfois à vie. C'est une responsabilité importante et ils décident à côté des magistrats. C'est mon modèle. Ouais. La dernière réforme de l'État a transformé le Sénat, où il siège désormais des représentants des régions, et avec très peu de compétences, uniquement les matières constitutionnelles et les problématiques de relations entre les communautés. Ça veut dire qu'on doit refaire le Sénat de A à Z et lui donner plus de compétences? Oui, pour le moment, franchement, ce n'est pas une réussite. Vous savez qu'au moment de la négociation de la réforme de l'État, en Flandre, presque tous les partis voulaient supprimer le Sénat. Et nous, on avait dit non, c'est vraiment une deuxième chambre, ça sert. Mais bon, compromis... Le Sénat est resté, mais avec peu de compétences, donc et ça la démocratie fonctionne participative, vous le suggérez là pour le niveau fédéral, où vous êtes dans l'opposition. Pourquoi est-ce que vous ne le suggérez pas au niveau de la région bruxelloise ou de la région wallonne, où le PS est au pouvoir et aurait moyen de le faire? Mais tout simplement parce qu'il faut un changement dans la Constitution. Et donc, on ne peut pas faire comme... Si, on peut travailler sur des modalités de démocratie participative, mais pour avoir véritablement une deuxième assemblée, la deuxième assemblée, elle n'existe qu'au niveau fédéral, il faudrait un changement de la Constitution donc, que j'appelle de mes voeux. À Bruxelles, on a eu des expériences, on a eu le G1000, on a eu des colloques également au Parlement bruxellois. On pourrait aller vers la démocratie participative? Moi, je suis favorable à savoir un peu comment impliquer les citoyens dans la décision politique, qu'ils se sentent entendus, mais qu'aussi les citoyens sachent que ce n'est pas toujours aussi facile. On les écoute pour le moment, on lit leurs tweets, leurs SMS, puis parfois c'est quelque chose de radical, parfois intéressant, parfois pas intéressant. Là, ce serait vraiment la volonté de les impliquer dans la discussion, dans le dialogue, dans les arguments et dans la décision. Faire votre rentrée politique à cette proposition, c'est un moyen de corriger un peu l'image d'un parti qui était un peu agressif lors de l'année scolaire écoulée? D'abord, j'ai commencé ma rentrée politique en parlant du tax chiffre fédéral, de la réforme fiscale fédérale, en disant que 9 travailleurs sur 10 vont perdre et que les pensionnés vont perdre encore plus. Donc c'est sur le socio-économique en disant clairement au gouvernement, ça ne va pas. Mais j'ai dit que je voulais une opposition qui soit en même temps une opposition de critique du gouvernement quand ça ne va pas, mais aussi de proposition. Alors, je voudrais m'adresser à la présidente de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. On parle beaucoup de la réforme fiscale bruxelloise, donc le tax chiffre régional, où on va globalement baisser les impôts pour les Bruxellois, mais augmenter un petit peu la pression sur les propriétaires, qu'ils soient bruxellois ou pas. Le rapport, il y a un rapport qui a été remis, un rapport d'experts, qui prévoit aussi peut-être de laisser tomber certains incitants pour les grosses cibles. Quels sont les incitants auxquels on ne pourra pas toucher, qu'il faudra maintenir? Des incitants fiscaux. Vous savez que dans notre système fiscal général, il y a toujours toute une série de possibilités de déduire pour une raison ou pour une autre. Par exemple, déduire pour les titres-services. Je déduis sur ma fiche fiscale.
Alors, est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant pour ceux qui utilisent les titres-services. Mais pour ceux qui n'ont pas la capacité ou la volonté de les utiliser, ils n'ont pas d'avantage. Et donc, toute la réflexion est de dire, mais est-ce qu'au contraire, on ne diminuerait pas l'impôt pour tout le monde? On pourrait le diminuer de 3%. Plutôt que de faire comme ça des niches. On pourra le diminuer jusqu'à 3%? Moi, je soutiens cette idée-là. Alors, je soutiens cette idée de dire qu'il faut diminuer les impôts pour les ménages à Bruxelles. Il faut aussi diminuer les frais pour acquérir un logement, notamment les frais d'enregistrement. Mais par contre, les grands propriétaires, les multipropriétaires, et ils sont très très peu bruxellois, qu'on puisse aller chercher chez eux de quoi payer notre réforme fiscale, c'est intéressant. Ouais, donc oui, ils seront plus taxés. Oui. Est-ce qu'il y a des mesures, par exemple les primes énergie ou d'autres choses, auxquelles on ne pourra pas toucher? Je crois qu'il faut effectivement continuer dans des dossiers comme les primes énergie, avec une modalité ou une autre, de soutenir des changements de consommation. Ça, c'est important pour notre avenir. On a besoin d'une politique environnementale forte, parce qu'on sait maintenant que notre monde peut finir, qu'il peut être asphyxié à cause des problèmes environnementaux. Donc dire aux gens, par des primes, voilà, changez votre comportement, ça c'est vraiment important. Et donc ça, je pense que d'une manière ou d'une autre, on peut les changer, il faudra soutenir cela. Merci Loreton Collings d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Vincent De Wolf, chef de groupe et maire au Parlement régional, qui sera notre invité.